Si vous avez besoin d'aide pour réussir, abonnez-vous pour rester en contact avec nous. Nous allons t'aider. Vous remplissez votre véritable objectif si vous mettez votre vie au service du meilleur avantage des autres. J'ai écrit Père riche, Père pauvre car ma mission est d'aider mes semblables. Le système scolaire ne vous apprendra jamais rien sur l'argent. Ils enseignent aux gens à être pauvres. Les gens pauvres se disent « je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps, c'est une échappatoire ». La raison pour laquelle ils sont pauvres c'est qu'ils n'ont jamais échoué. C'est une mentalité de peur. Vous restez prudent et vous n'introduisez aucun nouveau risque dans votre vie. Nous devons changer ce que nous apprenons à nos enfants. Et leur enseigner un autre état d'esprit. Comment puis-je me le permettre? Comment puis-je faire ça? Une question ouvre l'esprit, alors qu'une déclaration le ferme. L'une des meilleures façons d'acquérir une grande richesse, c'est de jouer au Monopoly dans la vraie vie. Financièrement, mon jeu est premièrement le business et deuxièmement, l'immobilier. C'est pourquoi je ne paye aucune taxe. Mon succès vient de la spiritualité, pas de la finance. Chaque fois que j'ai échoué, je me suis demandé ce que j'ai appris. Ça me fait grandir. Nous avons une mission à accomplir. Vous n'appartenez pas à vous-même, vous appartenez à l'univers. Comment pourrais-je donner un coup de main à ce que Dieu veut accomplir? Je ne pense pas que Dieu apprécie que les gens soient pauvres. Bonjour, mon nom est Brian Rose et mon invité d'aujourd'hui est Robert Kiyosaki, l'entrepreneur, éducateur et investisseur, mieux connu comme étant l'auteur de Père riche, Père pauvre, le meilleur livre de finances personnelles de tous les temps. Vous avez changé la façon dont 10 millions de personnes à travers le monde voient l'argent et vous êtes devenu un avocat au franc-parler qui défend l'éducation financière passionnément. Je suis avec vous à Scottsdale, en Arizona. Robert, bienvenue de nouveau à London Real. Merci, j'ai apprécié la dernière interview. C'était fabuleux, on avait passé une belle journée. Et hier aussi j'ai adoré passer du temps avec vous. Hier j'ai passé l'un des meilleurs moments de ma vie. C'était fantastique. Il y avait vous, moi, et Jim Records. Pourquoi était-ce l'un des meilleurs moments de votre vie? Que s'est-il passé hier qui vous fait vous sentir ainsi? Avez-vous déjà vu un enfant jouer au football ou au baseball, ou peu importe le genre de sport? Puis ils vont sur le terrain et ils rencontrent leur héros. Ce pourrait être de rencontrer David Beckham ou quelqu'un du genre. Pour moi, Jim Records, Prince, et beaucoup de gens avec qui je travaille aujourd'hui. Ce sont mes héros. Ils étaient les gars sur le terrain, et je me disais, mon Dieu, ils sont tellement intelligents. Ce sont des insiders dans ce monde. Alors, de pouvoir m'asseoir aux côtés de Jim et de travailler sur des projets avec lui me fait me demander, pourquoi suis-je ici? C'est un peu comme si David Beckham et moi jouions au foot ensemble. Ce n'est pas censé être possible. Donc, se retrouver tous ensemble, Jim Records, moi et vous. Ce n'est pas censé arriver. C'est impossible. Mais les rêves deviennent réalité. Vous avez toujours pensé que vous étiez l'outsider, et maintenant vous côtoyez entre guillemets les insiders, et vous vous accordez sur tout avec eux. C'est vrai. Nombreux sont ceux qui reçoivent des conseils financiers provenant d'outsiders, si vous connaissez peut-être un planificateur financier, un agent de change ou un courtier immobilier. Mais ils ne sont pas au centre de l'affaire. Et l'une des raisons pour laquelle j'aime être un entrepreneur et un investisseur immobilier, c'est que je suis toujours au centre de la transaction. Je connais le contrat, je fais partie de l'affaire. Mais la personne moyenne qui achète des actions, des obligations, des fonds mutuels, des TEF et qui économise de l'argent, ce sont des outsiders. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il se passe entre eux et le vrai monde du marché. Donc concernant Jim Records et Nomi Prince, Jim s'occupait de la gestion du capital à long terme de la CIA, du Pentagone. Il était au cœur de ce qui se passe avec l'argent. Nomi Prince était Salomon, Lehman Brothers et Goldman Sachs. Ce sont des insiders. Et j'étais ce gars à part, de l'extérieur, essayant de comprendre ce qu'il faisait. Vous savez, comment l'un de ces magiciens s'y prend, comment fait-il pour tirer toutes ces ficelles et tout le reste, et nous sommes à l'extérieur en train de sautiller et faire ce qu'ils nous disent. Vous devriez économiser de l'argent. Ok, je vais économiser de l'argent. Vous devriez acheter des actions. Ok, je vais acheter des actions. Vous devriez investir dans ceci. Ok, je vais investir. Je savais qu'il y avait un magicien derrière ça et je voulais savoir qui c'est.
Jim et les autres sont ceux qui se rapprochent le plus du magicien. Comment un enfant pauvre de 9 ans habitant à Hawaï se rend jusque-là? Beaucoup de gens considéreraient que j'étais pauvre, mais je venais d'une famille qui avait une attitude de pauvre, si vous voyez ce que je veux dire. Car riche, pauvre, classe moyenne et pauvreté commencent avec une attitude fondamentale. J'étais donc à Hawaï à 9 ans, et mon père était un responsable de l'éducation, il avait un doctorat. Un homme très intelligent, un bon gars. À un moment, nous avons déménagé à un autre endroit de la ville et je suis allé dans une école avec des enfants riches. C'est une petite ville nommée Hilo à Hawaï. Vous ne la trouverez pas sur la carte, mais elle existe. C'est une ville dédiée à la plantation de sucre. Donc, quand j'avais 9 ans, je suis allé dans cette école pour enfants riches. J'ai réalisé que j'étais pauvre, mais c'est relatif. Comme je le disais, tout est relatif. Mes camarades de classe étaient principalement caucasiens. Et j'étais l'un des seuls asiatiques de la classe. Leur père travaillait dans une banque, possédait les plantations, les concessions automobiles, des entreprises d'emballage de viande, il possédait des ranchs. Alors je me demandais, comment se fait-il que mon père ne possède pas ces choses? Quand j'avais 9 ans, je levai ma main pour demander à mon professeur de 4e année, que vais-je apprendre sur l'argent? C'était une femme qui aurait dû prendre sa retraite 50 ans plus tôt. Elle n'en pouvait tellement plus des enfants à ce moment-là. Elle dit alors, « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Je lui ai dit, « Quoi, c'est l'école du dimanche ici. » J'étais un petit voyou de 9 ans. Elle me répond, « Nous n'enseignons pas l'argent à l'école. » Je lui dis, « Pourquoi pas ?» Elle ne pouvait pas répondre et s'est énervée en disant, « Tais-toi et assieds-toi. » Je suis devenu curieux. « Pourquoi n'apprenons-nous rien sur l'argent ?» Elle dit, « Demande à ton père. C'est mon patron. » Mon père était le responsable de l'éducation. Doctorat et tout le reste. Je rentre chez moi et je lui demande, « Pourquoi n'apprenons-nous rien sur l'argent à l'école ?» Il me regarde et me dit, « Parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner ce sujet. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner ou pas. » J'ai trouvé ça étrange, puis j'ai dit, « Mais allons-nous à l'école pour apprendre sur l'argent ?» Il dit, « Non. Ton travail, c'est de trouver un travail. » Je réponds, « Mais tu travailles pour gagner de l'argent. » Il me dit, « Non, tu es juste supposé avoir un travail. » Je me dis, « Non, non, non. Est-ce que c'est le rôle d'un travail de gagner de l'argent ?» Il me dit, « Exact. » Je demande, « Dans ce cas, pourquoi ne pas apprendre sur l'argent? Je peux sauter la partie du travail. » Il s'est énervé et me dit, « Écoute. Pour un Japonais, mon père était très grand. Un homme imposant, un bon gars. Mais il me répondit, « Si tu veux apprendre sur l'argent, pourquoi ne pas demander au père de ton meilleur ami? » Je lui demande, « Pourquoi Mike? » Il me répond, « Parce que le père de Mike est un entrepreneur. » Je lui dis, « Et toi? » Il me dit, « Je suis un employé du gouvernement. » Ma réaction, « Oh, et c'est quoi la différence? » C'est la différence, les entrepreneurs doivent connaître l'argent. Sinon ils ne pourront pas rester entrepreneurs. Puis il dit, un employé n'a pas besoin de tout savoir sur l'argent. Car le gouvernement et ma compagnie s'en chargeront. Alors je rigole, mais je suis confus. J'ai appliqué le conseil de mon père et je me suis rendu au bureau du père de Mike. J'ai toqué à sa porte en disant, et je suis là, un gamin de 9 ans, enseigne-moi l'argent. Il me dit, casse-toi gamin. C'est comme ça que l'histoire d'un enfant de père pauvre commença. Et finalement, à force de persistance, mon père riche m'enseigna l'argent, mais à une condition. Et cette condition était qu'il ne me paierait jamais. Il me dit, à partir du moment où je te paye, tu penseras comme un employé. C'est le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. J'avais 9 ans, et ma tête s'est fendue en deux. Il continue, tu ne voudras jamais un chèque de paye. Comprends bien ça, gamin. Je réponds, ok, j'ai compris. Il demande alors, comment faire de l'argent? C'est ce que les entrepreneurs trouvent eux-mêmes. C'est comme un chat qui essaie de chasser sa propre queue. Je lui demande, alors comment puis-je apprendre sur l'argent? Il sortit un plateau de jeux de Monopoly. Puis j'allais travailler gratuitement en ramassant des mégots de cigarettes dans les hôtels et les restaurants, faire un peu de ménage, des petites tâches, puis en grandissant j'ai fait du travail de bureau, marketing et comptabilité. J'étais un apprenti, mais je travaillais gratuitement. Et il m'enseignerait l'argent. Mais la façon qu'il m'apprenait l'argent, c'était en jouant au Monopoly.
Alors un jour j'en ai eu marre et je lui ai demandé, « Quand vas-tu m'enseigner l'argent ?» Il me répondit, « Que crois-tu que nous faisons ? On joue au Monopoly. » Il dit, « Non, non, non. Que crois-tu que nous faisons ? On joue au Monopoly. Que crois-tu que nous faisons ? Je ne sais pas. Je t'enseigne l'argent. Ensuite, pour quand vous avez une maison verte, il dit, il y a beaucoup de formules pour le succès avec l'argent, il y en a des milliers. Mais l'une des meilleures d'entre elles se trouve dans le jeu du Monopoly, de nos jours encore. Quand vous avez 4 maisons vertes, vous obtenez un hôtel rouge. Je lui dis, quoi ? Il me répond, l'une des meilleures façons d'acquérir une grande richesse, c'est de jouer au Monopoly dans la vraie vie. 4 maisons vertes donnent un hôtel rouge. C'est tout ce qu'il y a à savoir ? C'est tout. Il dit, que penses-tu que je fais ? Je ne sais pas. Il m'a emmené avec lui et il m'a montré ses maisons vertes. 10 ans plus tard, à l'âge de 19 ans, j'étais à l'école à New York et je suis revenu à Hawaï. Et Père Riche avait acheté le plus grand terrain, Smack Dab, au milieu de Waikiki Beach. Si vous allez à Waikiki Beach aujourd'hui, vous verrez le Hyatt Regency Hotel. C'était son hôtel. Tout comme le jeu du Monopoly. Tout comme le jeu du Monopoly. Des actifs acquis qui sont devenus de plus grands actifs. C'est ce qu'on appelle un assemblage. Cette propriété n'était pas aussi grande avant. Il a donc dû acheter tous les petits commerces à proximité, car il était trop petit. Il a donc acheté cette boutique à ce propriétaire, puis cet autre commerce. Ça lui a pris du temps, mais il a finalement assemblé cette grande partie de propriété. Puis lui et Hyatt ont fait construire cet hôtel géant. Il s'est vendu à 800 millions de dollars. Voici comment j'ai appris sur l'argent. C'est grâce au fait qu'il refusait les chèques de paye. Il disait, le moment où vous acceptez un chèque de paye, votre cerveau meurt. Il est acheté et vous êtes juste payé. Il disait, tant que vous en voulez, vous réfléchirez. C'était un bon enseignant. Aujourd'hui, quand les gens me demandent ce que je fais et ils me connaissent comme l'auteur de Père riche, Père pauvre, je leur dis que je joue au Monopoly. Je possède des maisons vertes, des grands hôtels, des puits de pétrole, des terrains de golf, des entreprises. Je joue juste au Monopoly. C'est tout ce que je fais. J'ai réécouté votre livre pendant le vol qui m'a amené ici, je ne l'avais pas écouté depuis environ 6 ans. Et la première fois que j'ai lu Père riche, Père pauvre, je pensais que c'était un livre sur l'argent. Mais quand je l'ai réécouté il y a quelques jours, c'était différent. Je l'ai vu comme un livre sur la peur, sur la connaissance de soi, sur l'état d'esprit. Car vous décrivez ces gens, et ils sont dans leur monde, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils y sont. C'est comme une prison dans leur esprit. Exact. Est-ce ce que vous avez essayé de traverser quand vous avez écrit ce livre ? Eh bien, je ne sais pas ce que j'essayais de traverser. En réalité, j'avais créé ce jeu de société nommé Cash Flow. Et je ne pouvais pas vendre le jeu. Je devais écrire le manuel d'emploi. Et le manuel que j'ai écrit était Père riche, Père pauvre. Cash Flow est sorti en 1996 et Père riche, Père pauvre est sorti en 1997. Le fait est que Cash Flow concerne la comptabilité. Père riche, Père pauvre est un livre sur la comptabilité, revenus, bilan, trésorerie. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des cours de comptabilité, mais il n'y a rien de plus ennuyeux que la comptabilité. Donc, pour sortir Père riche, Père pauvre qui est un livre sur la comptabilité, et le meilleur livre de finances personnelles de tous les temps, ça devait être intéressant. Ça a permis de vendre le jeu Cash Flow. Et aujourd'hui, il y a des milliers de clubs Cash Flow dans le monde. La mission était de faire que les gens enseignent à d'autres que vous pouvez contourner le système scolaire, car le système scolaire ne vous apprendra jamais rien sur l'argent. Le système scolaire est fait pour vous apprendre à être un employé, ce qui est important. Un docteur, un avocat, un spécialiste. Mais jamais sur l'argent. Une fois que je serai suffisamment vieux, que je serai à la retraite, que je serai riche et que je serai confortable. C'était une sorte de conscience sociale. Je devais partager ce que je sais. C'est pourquoi ça a pris jusqu'à 1996 avant que le jeu Cash Flow puisse sortir. Car comme ça je pouvais voir le crash de 1998 arriver. Et Père riche, Père pauvre est sorti en 1997. Il s'est avéré que tous les éditeurs m'ont refusé. Ils me disaient que je ne savais pas de quoi je parlais. Car je disais que ceux qui font des économies sont des losers. Votre maison n'est pas un actif et les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les éditeurs sont comme mon père, des superstars académiques. Ce sont les meilleurs de l'école. Et ils ont refusé le livre.
En faisant de l'auto-publication, et beaucoup de compagnies de marketing de réseau ont pris le livre comme Amway et d'autres. Ils ont pris le livre pour aider au recrutement car ça parle d'indépendance financière. Ils font la même chose que moi. Puis Oprah m'a appelé en 2000. Grâce à Oprah, je suis passé de l'obscurité à mondialement connu en une nuit en 2000. Le livre a fait partie des meilleures ventes du New York Times pendant 7 ans, jusqu'à ce que le New York Times le retire. Ils ont dit que ça avait assez duré. Mais comme vous le savez, la plupart des gens dans le domaine de l'édition ou du journalisme sont de l'autre côté de la médaille du capitalisme. Vous savez. Alors, ils n'aiment pas ceux qui font de l'argent. C'est comme mon côté père pauvre. Voici l'histoire et je joue au Monopoly dans la vie réelle. Je n'ai pas besoin d'avoir un travail. Je n'ai pas de retraite. Je ne veux pas que le gouvernement s'occupe de moi, mais je ressens la responsabilité sociale d'enseigner. Et c'est ce que mon père riche a fait pour moi. Vous avez dit que le livre était sur la comptabilité et c'est un excellent livre sur la comptabilité car ça la rend compréhensible. J'ai pris la comptabilité en école de business et je vois ce que vous voulez dire. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux, mais c'est aussi un livre au sujet de vos propres peurs. Je pense que c'est pourquoi ça résonne avec les gens. Vous leur dites les choses et ils savent que c'est vrai. Ils savent en se regardant dans le miroir qu'ils ne font pas les bons choix. Ils ne sont pas disciplinés, ils font les mauvaises choses et ils savent qu'ils ne sont pas heureux. Ils auront peur toute leur vie en attendant la prochaine paye. Et on peut le comprendre, vous savez. Nous avons tous des peurs. Pour dire la vérité, nous avons tous des peurs. La différence, c'est comment vous les gérez. Einstein disait que l'imagination est plus importante que le savoir. Mais le savoir décuple l'imagination. La chose dont les gens manquent, c'est d'éducation financière. Comme la comptabilité, les dettes, les taxes. Vous devez connaître ces choses-là, mais ils ne l'enseignent pas à l'école, à personne. Donc, quand les gens me demandent « Comment votre père riche a-t-il appris cela ?» alors que votre père pauvre, avec un doctorat, ne l'a pas appris. La réponse est simple, mon père riche n'était pas un ami de mon père pauvre. Son père est mort quand il avait 13 ans. Mon père riche s'est retrouvé avec ce business de famille à s'occuper à l'âge de 13 ans. Il a quitté l'école, ce qui fut sa bénédiction. Il y a des bénédictions. Parfois, une bénédiction ne ressemble pas à une bénédiction, mais elle finit par en être une. Ses enseignants sont devenus son comptable, son avocat, son banquier, ses agents immobiliers. Il a donc eu ce que j'appelle de vrais enseignants, pas ces faux enseignants de l'école. La plupart des enseignants de l'école n'ont aucune éthique. Ils enseignent des sujets qu'ils ne mettent pas en application eux-mêmes. J'ai eu le même problème dans mon école de commerce. Je me suis disputé avec mon professeur de marketing car il n'avait pas de business. Puis je me suis disputé avec un professeur de comptabilité car le professeur de comptabilité ne connaissait pas la comptabilité. J'en savais plus que lui sur la comptabilité car j'avais tenu des livres de comptes pour les compagnies de mon père riche. Alors, je ne suis pas un comptable, mais je comprends la comptabilité. Ça a marqué la fin de mes années d'études car j'ai compris ce qu'était un faux professeur. Un faux professeur est quelqu'un qui veut juste un travail et qui enseignera n'importe quoi. Ils enseigneront comment faire briller vos chaussures si vous leur donnez plus d'argent. Mais ils ne connaissent pas vraiment ce qu'ils enseignent. Par exemple, mon professeur de calcul qui a fait l'école militaire à New York. J'ai demandé au professeur, je suis dans ma 3e année de calcul maintenant. Le cours s'intitulait La résistance des matériaux. Je lui dis, est-ce que je vais vraiment utiliser ça un jour? Il me dit, non. Pourquoi l'enseignez-vous alors? Il me dit, pour être payé. Est-ce que vous l'utilisez au moins? Il répond, non. C'est pourquoi, une des choses à faire dans la vie, ce que je suggère aux gens, c'est de trouver un vrai enseignant contrairement à un faux enseignant. Un faux professeur est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il enseigne. Et un vrai professeur est quelqu'un qui fait ce qu'il enseigne tous les jours. Mon comptable et mon avocat font cela tous les jours. C'est comme ça que j'ai appris, car chaque jour je résous des problèmes dans mon business. J'ai des comptables, des avocats, des banquiers et tout le reste en numérotation abrégée, car je résous des problèmes avec mon équipe. C'est comme ça que je suis devenu intelligent. Comment vous sentez-vous 21 ans plus tard après que le livre a été publié? L'information est plus que jamais accessible. Nous avons YouTube, Internet et tout le reste. Est-ce que les gens sont mieux éduqués financièrement? Non.
C'est encore pire. Je veux dire, j'ai une émission de radio Père Riche demain et j'interviewe cette équipe. Ce sont des psychiatres scolaires. Leur livre s'intitule « Dorloter l'esprit américain ». Ils parlent de la façon dont notre système scolaire affaiblit nos étudiants. À l'école, ils ont quelque chose appelé l'effet de déclencheur du doute. En tant que professeur, vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit qui énerverait l'étudiant. Il ne faut rien qui puisse ébranler leur point de vue. Alors, si j'allais à l'école, je me ferais jeter dehors. Car je serais une menace. Pour moi, l'école est supposée vous ouvrir les yeux et votre esprit à de nouvelles idées. Mais aujourd'hui, c'est hors du système. Tout le monde doit rester politiquement correct, et ça nous tue. Ça tue le cerveau de nos enfants qui régressent. Mais dans leur tête, ils sont plus éclairés. C'est peut-être le cas. Mais si je n'avais pas été confronté à des idées qui m'avaient bousculé, je n'aurais jamais rien appris de nouveau. Et les mécanismes déclencheurs comme ceci, ils ne vous laissent plus avoir des cacahuètes dorénavant. Ils ont découvert que si vous empêchiez un enfant d'avoir des cacahuètes, sa propension à avoir une allergie augmente. Alors c'est fini Charlie, tu n'auras plus de cacahuètes. 17% découvriront qu'ils sont allergiques aux cacahuètes. Mais si vous donniez des cacahuètes aux enfants, seulement 3% d'entre eux y seront allergiques. C'est un peu une métaphore pour le livre. Il dit que l'école rend nos enfants plus faibles. Vous avez fait un séjour d'entreprise ici il y a environ une semaine. Vous faites ça chaque année depuis 21 ans avec le siège de votre entreprise. Vous y emmenez tous vos employés avec vous. Et vous avez parlé de quelque chose dont ne vous parlez pas d'habitude lors de ces séjours. De quoi s'agissait-il? Nous l'avons remis dans l'entreprise cette année. Il s'agissait du fait que mon succès vient de la spiritualité, pas de la finance. Ce qui s'est passé, c'est que quand ma femme et moi avions commencé Père Riche en 1996, nous avions laissé de côté la spiritualité. Puis les gens d'entreprise sont arrivés, des businessmen, des comptables et des avocats. Ils ont essayé d'en faire un business. Et j'ai dit non. Nous ne sommes que deux personnes mariées, un genre de Robin des Bois et sa bande. Êtes-vous Robin des Bois? Prendre aux riches pour donner aux pauvres? Pas du tout, je ne crois pas au fait de donner aux pauvres. Mais vous donnez du savoir aux pauvres. En effet, et ça fait une énorme différence. Certains disent, pourquoi ne donneriez-vous pas de l'argent aux pauvres? Le problème c'est que ça créerait plus de personnes pauvres. Donnez un poisson à un homme et il aura de quoi manger pour la journée. Oui, donnez un poisson à un homme et vous aurez des gens voulant encore plus de poissons. Alors apprenez-leur à pêcher. Mais vous êtes le Robin des Bois du savoir, car je vous vois distribuer ce savoir autour de vous, et les gens riches grincent des dents en disant « Ne leur dis pas ça Robert ». Exact, ne dis pas aux gens ce que tu sais. Laisse les pauvres. Malheureusement, les pauvres tels que le dit la Bible, et je ne suis pas vraiment religieux, mais les pauvres seront toujours parmi nous. Car tout commence là-dedans. C'est une mentalité de peur. C'est dans leurs mots, vous savez, et la parole devient chère. Je ne suis pas vraiment religieux, j'ai aussi raté l'école du dimanche. Mais quand ils disent « je ne peux pas me le permettre » ou « je ne peux pas le faire », ils régressent. Ils deviennent ce qu'ils disent. J'ai entendu tellement de gens dire « je ne peux pas me le permettre ». Crois-tu que je suis fait d'argent? Votre mère disait cela. Mon père pauvre le disait. Il disait « penses-tu que je sois fait d'argent? Je ne peux pas me le permettre. » Et mon père riche dirait « c'est pourquoi il est pauvre. » Les gens pauvres se disent « je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps, c'est une échappatoire. » C'est une échappatoire. C'est plus facile de dire « je ne peux pas me le permettre, je suis trop fatigué, je ne peux pas aller à la salle de sport. » Quand bien même vous pourriez vraiment aller à la salle de sport. Mais non, je ne peux pas. Je suis juste trop fainéant pour y aller. Vous restez prudent et vous n'introduisez aucun nouveau risque dans votre vie. J'ai la sécurité de l'emploi. Exact. Et qu'est-ce que votre père riche disait à la place de « je ne peux pas me le permettre » ? Comment puis-je me le permettre? Comment pourrais-je faire ça? Qu'est-ce que ça prendrait? Ou pourquoi le ferais-je? Il disait, une question ouvre l'esprit, alors qu'une déclaration le ferme. Quand vous dites « je ne peux pas me le permettre », votre esprit s'arrête. Vous devenez ce que vous dites. Par exemple, j'ai tout le temps du mal avec mon poids. Vous me dites que vous faites un régime vegan et tout le reste. Vous savez, je fais un régime vegan 3 fois par an. C'est la pire chose du monde à faire, mais j'ai la discipline de le faire pendant 21 jours. Le reste du temps, je choisis ce que je veux. Le truc, c'est que nous devenons les créatures de nos propres habitudes.
Et tant que nous ne stoppons pas l'habitude, nous ne changeons pas. Je fais des séjours d'entreprise 2 fois par an. Pendant 3 jours, les gens viennent du monde entier et nous étudions ensemble. Et cette fois, nous avons parlé de spiritualité. La spiritualité, nombreux sont ceux qui ont du mal à croire ce qu'ils entendent de Robert Kiyosaki. Père riche, père pauvre devrait être mis en avant pour la spiritualité, car ils pensent que ça ne concerne que l'argent. Mais ce n'est pas le cas. En effet, les gens disent « l'argent n'est pas si important pour moi ». Alors, si l'argent n'est pas si important pour vous, ce n'est juste pas important pour vous. Vous ne vous souciez pas de l'argent, l'argent ne se soucie pas de vous. Les paroles deviennent chères. Je ne deviendrai jamais riche. Ou ma préférée, les riches sont cupides. Ce sont les pauvres qui sont cupides. Quand vous y pensez, pour être riche, vous devez donner quelque chose. Je dois produire des livres et des jeux, je dois acheter de l'immobilier, et je fournis des logements, je fournis du travail et tout ça. C'est pourquoi je suis riche. Mais les gens cupides ne produisent rien. Non, ce sont les riches qui sont cupides. Je leur dis, « Hé, les fans de sport, vous pointez un doigt en avant, et vous en pointez 3 autres en arrière. » Nous savons qu'il y a un gros problème d'attitude contre les riches de nos jours. J'ai reçu un invité récemment qui a dit que les personnes pauvres sont égoïstes. Ça touche beaucoup de monde sous la ceinture. Puis il dit, pensez-y, ces gens sont égoïstes, ils se plaignent constamment de leurs problèmes, ils sont tout le temps concentrés sur leurs propres difficultés. Vous êtes d'accord avec ça? Vous devenez riche en résolvant les problèmes des autres. C'est comme ça que vous créez de la valeur. Exactement. Si vous pouviez guérir le cancer aujourd'hui, vous seriez un trillionnaire. Vous seriez instantanément trillionnaire. Non, je suis trop occupé pour bosser là-dessus, je pense que je vais jouer au golf à la place. Comment amenez-vous la spiritualité dans une compagnie telle que Père Riche? Vu que c'est un business, je ne peux forcer personne à faire quoi que ce soit. Mais nous étudions des livres spirituels. Le dernier livre que nous avons vu était « Le pouvoir du moment présent » de Eckhart Tolle. Avant que nous n'étudions ce genre de livres, nous avons aussi étudié des livres de finance. Mais j'encourage la méditation et ce processus appelé « nettoyage ». Tolle dit que nous avons des douleurs dans le corps issues de choses telles que, par exemple, si votre père a fait quelque chose 50 ans plus tôt, la douleur est toujours là. La méditation ne suffit pas à l'enlever. Il y a des gens qui peuvent s'en occuper. C'est comme un laser guidé vers la zone qui retire la douleur émotionnelle. Il y a des méthodes pour faire ça. Alors, dans nos événements, nous avons des praticiens disponibles pour les gens. Maintenant, est-ce que tout le monde y participe? Non. Ça demande d'y croire. Ça ne marche pas. C'est vrai. J'ai été formé en tant qu'ingénieur et la science m'a enseigné que rien de tout cela ne marche. Mais quand je médite et que je fais du yoga, je sens que la douleur quitte mon corps. Donc, je dois me demander, suis-je encore bloqué dans cet état d'esprit de père pauvre à croire ce que tout le monde me dit? Puis, je prends des décisions pour moi-même. Quand les gens demandent comment j'ai pu participer à l'émission d'Oprah, ou comment j'ai fait pour écrire un livre avec le président Donald Trump, je dis que j'ai dû le repousser. Il est tellement haï, c'est un bon gars pourtant. J'aimerais parler de lui. Bref. Comment ai-je pu faire tout ça? Ce n'était pas mon cerveau. Oprah devait faire partie de la programmation car ça la concerne aussi. Trump et moi avons écrit ce livre car nous avons tous les deux des pères riches. Et nous défendons tous les deux l'éducation financière. Énormément de gens l'haïssent juste parce qu'il est riche et qu'il est odieux. Il est odieux, je dois le reconnaître. Mais nous n'avons pas fait cela ensemble pour l'argent car nous avions tous les deux des pères riches qui nous ont enseigné comment faire de l'argent. Nos écoles ne nous apprennent pas ça. Les écoles nous apprennent l'exact opposé de ça. Donc, comment un petit gars comme moi, et nous n'étions pas vraiment pauvres, nous étions dans la classe moyenne. Je pense que mon père faisait dans les 20 000 $ par an. Et quand j'ai été diplômé de l'université, je faisais 120 000 $ par an. 6 fois ce qu'il gagnait. Et j'avais 21 ans. Il me demande, comment fais-tu cela? Je lui dis, je ne suis pas allé à la même école que toi. Vous avez utilisé votre esprit différemment. Non. J'ai juste suivi mon cœur. Je suis allé à l'école pour devenir un officier de navire pour naviguer. Alors j'ai navigué tout autour du monde. Dans les années 60, si vous naviguez dans la zone de guerre au Vietnam, ce que j'ai fait, vous devez payer le double et sans aucune taxe. C'est comme ça que j'ai fait 120 000 par an. Je suis revenu et mon père gagnait encore 20 000 $ par an alors que j'en gagnais 120 000. Il ne pouvait pas le comprendre.
car c'est un homme pauvre dans son esprit et dans son âme. Il me dit, tu es devenu comme tous ces gens riches. Je lui réponds, juste parce que j'ai de l'argent? J'étais dans la zone de guerre. Mais ça violait toutes ces valeurs fondamentales. Vous avez reçu M. Lipton dans l'émission, n'est-ce pas? Bruce Lipton, oui. Bruce Lipton, il dit que la pauvreté est transmise. Vous l'apprenez dans votre famille. La classe moyenne la transmet dans les familles. J'étais ravi qu'il approuve Père riche, Père pauvre dans votre émission. Car il a dit, j'ai appris avec un homme riche. Et les gens qui sont actuellement assis chez eux, qui galèrent financièrement, qui s'inquiètent pour l'argent, ou qui ne sont pas heureux alors qu'ils font beaucoup d'argent mais sans aimer ce qu'ils font, on vous l'a sûrement enseigné. Votre super-ego a appris. Trouve-toi un travail, travaille dur, tu ne seras jamais riche, les riches sont diaboliques. Peu importe. À moins de changer votre état d'esprit, votre argent ne vous aidera pas. En effet. On voit des gens qui gagnent à la loterie ou qui gagnent beaucoup d'argent et ils ont toujours les mêmes problèmes, car ils ont l'âme d'un pauvre. C'est sûr. Si vous êtes pauvre, vous resterez pauvre. C'est très difficile pour les gens de comprendre ça. L'argent disparaîtra très rapidement. Comme la plupart des athlètes, ils font des millions de dollars et environ 65% d'entre eux perdent tout 5 ans plus tard. C'est parce qu'ils viennent de familles pauvres. Si vous leur dites ça, vous les mettrez en colère. Ils diront que c'est la faute des riches. Les riches m'ont arnaqué, le gouvernement m'a arnaqué. Malheureusement, ce que M. Lipton disait, c'est que c'est transmis génétiquement. C'est l'aspect effrayant de la chose. Donc, ce que M. Lipton disait, ce que Trump et moi disions, puis ce que Jim Records et Nomi Prince disent, c'est que nous devons changer ce que nous enseignons à nos enfants. J'essaie de changer ça. Vous savez, cette âme, cet ADN, et leur enseigner un autre état d'esprit. S'ils doivent leur enseigner cela, Einstein disait que l'imagination est plus importante que le savoir. C'est vrai, mais vous devez aussi connaître le savoir de base concernant les taxes, les dettes, les comptes annuels et tout le reste. Si vous ne voulez pas les apprendre, je ne peux rien pour vous. Mon père pauvre n'a jamais voulu apprendre ce que mon père riche m'apprenait. Vous avez écrit un livre avec Trump car vous étiez tous les deux passionnés par le fait de transmettre ce savoir. Vous aviez tous les deux des pères riches qui vous ont ouvert l'esprit sur ce qui est possible. C'est un peu comme avoir la mentalité d'un investisseur. Comment puis-je me le permettre? Vous voyez chaque chose dans la vie comme un investissement de temps, d'argent. C'est un incroyable état d'esprit à avoir. Quel a été le processus d'écriture des livres avec Donald Trump? Vous avez écrit 2 livres ensemble. Et qu'avez-vous appris de lui? C'est un homme avant d'être un président. Il n'y a pas de Donald Trump. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous voyez à la télé, c'est qui il est vraiment. Il ne sera pas comme vous. Beaucoup de politiciens ont 2 facettes. Trump n'en a qu'une, celle qui est le président actuellement. Ce que j'apprécie chez lui, c'est que je sais toujours ce qu'il en est. Je n'ai pas à deviner. Il vous dit les choses franchement. Jim Records a dit, je connais ce gars, c'est un gosse qui a grandi dans le Queens. Exact. C'est un dur à cuire. Il est très dur. Le quartier du Queens n'est pas si loin de l'école où j'allais à New York. Ces gars sont des durs. Vous êtes dur aussi. Nous sommes devenus durs en grandissant. Mais pour beaucoup de gens, c'est offensif. C'est le nouveau truc à propos des déclencheurs à l'école. Vous n'avez pas le droit de m'offenser. Vous ne pouvez pas m'effrayer. Ne me donnez pas des cacahuètes. Ok. Vous savez, nous devenons de plus en plus faibles. C'est mon opinion. J'ai souvent entendu ça de la part de personnes issues de votre génération. Vous et Trump dites que le politiquement correct nous tue. Ça nous tue. Quand j'étais enfant, on se taquinait tout le temps. Vous ne pouvez plus rien dire désormais. Vous ne pouvez plus taquiner quelqu'un car il va vous poursuivre en justice. Dans ma situation, je ne reste jamais seul avec une femme, sinon je me fais rapidement poursuivre en justice. Vous comprenez? Je ne fais pas l'idiot. J'aime ma femme et nous sommes mariés depuis 33 ans. Mais de nos jours, on vous accuse pour un rien, et vous voilà coupable. C'est une maladie dans notre société. Ça va changer dans les 50 prochaines années? Ça doit changer, n'est-ce pas? L'un de mes meilleurs professeurs s'appelait Buckminster Fuller, il a créé le dôme géodésique et tout ça. C'était le genre d'homme qui me recadrait spirituellement. Il parlait toujours des principes généraux, et ces principes sont toujours vrais, sans exception.
Si vous faites tomber une pierre dans l'eau, les ondulations vont toujours dans ce sens. On appelle ça la précession. Il dit qu'il n'y a aucune exception. Vous ne pouvez pas faire tomber une pierre dans l'eau sans obtenir d'ondulation. Peu importe ce que l'on fait, dans tous les cas il y aura des ondulations, ça s'appelle la précession. L'éphéméralisation, c'est notre capacité de faire plus avec moins. Si vous regardez un téléphone portable, il possède plus de puissance que l'ordinateur Sperry d'il y a 50 ans. C'est faire plus avec moins. Les humains deviennent de plus en plus puissants. Nous avons plus de pouvoir. Malheureusement, nous ne sommes pas évolués en tant qu'êtres humains. C'est horrible. Nous sommes plus séparés et plus antisociaux. Les médias sociaux sont antisociaux. Je ne suis pas ces choses personnellement. Je fais très attention à ce que je dis, contrairement à Trump. Mais nous sommes tellement devenus antisociaux. Les gens sont tellement séparés. C'est la partie dangereuse. Alors, la raison pour laquelle je parle de spiritualité, c'est que nous devons évoluer. Ça veut dire méditer, faire du yoga, prier, aller à l'église, peu importe ce qu'il faut pour y arriver. Mais vous devez revenir au calme, à la paix et la méditation. Que faites-vous de toutes ces altercations qui nous arrivent? Je ne vis plus aux États-Unis, mais tout le monde me dit que c'est difficile d'aller à un dîner car des disputes éclatent. Ils se battent. Ça se dispute partout. On se bat entre nous, on se bat contre l'environnement. Comment cela vous fait-il sortir de vos gonds? Et comment voyez-vous ça? C'est pour ça que je parlais de Fuller qui m'a appris les principes généraux. L'un des principes généraux, c'est l'émergence à travers l'urgence. Quand vous regardez le mot emergency, la racine du mot est émerger. Fuller disait que la seule façon dont l'être humain évolue, c'est avec l'urgence. Une crise. Une crise, oui, et une grande crise arrive. Tel que nous le savons tous, nos banques nous ont énormément arnaqués. Ce sont juste un tas d'escrocs. Je ne sais pas comment ils font pour se regarder en face. Mais les banquiers volent des trillions et récoltent des bonus par milliards. Aucun d'eux ne va en prison. C'est la maladie de notre société. C'est pourquoi Trump et moi avons écrit sur l'éducation financière. C'est comme de l'autoprotection. C'est comme pratiquer le judo contre notre gouvernement, le système bancaire et Wall Street. C'est pourquoi je suis ici avec vous et Jim Records. Alors, le fait d'enseigner aux gens ce que les écoles ne nous apprendront pas, c'est comme de l'autoprotection. Quand on s'est parlé hier, je vous ai demandé ce qu'il se passera les 3 prochaines semaines car vous voyagez partout dans le monde. Je vous ai demandé, Robert, pourquoi voyagez-vous autant? Et vous avez répondu, car je dois dire aux gens que ce crash va arriver et que les conséquences seront terribles. Vous vous sentez investi par la mission de faire savoir aux autres ce qu'il se passe. C'est un peu ça. Vous savez, j'ai aussi de la malchance parfois. J'ai connu des crashs financiers, j'ai connu des gens qui m'ont poignardé dans le dos, mais ce n'est pas grave. Car j'ai grandi avec ça. C'est ça la spiritualité. Les gens ont peur de faire des erreurs, comme on nous l'apprend à l'école. Ils ne grandissent pas. Avec la spiritualité, il y a le bon et le mauvais. Ce qui est juste et ce qui est faux. Il y a les hauts et il y a les bas. La plupart veulent être justes et être positifs. Vous ne pouvez pas avoir ça, ce n'est pas la réalité. Vos 2 premiers business, votre premier business a réussi et a échoué. Le deuxième également, mais vous ne seriez jamais arrivé jusqu'ici sans ces, entre guillemets, mauvais événements. Devrions-nous arrêter de dire le mot mauvais? Non, chaque fois que j'ai échoué, je me disais, ok, qu'est-ce que j'ai appris? La plupart des gens, la raison pour laquelle ils sont pauvres, c'est qu'ils n'ont jamais échoué. Ils ne prennent pas de risques. Ils n'ont jamais fait d'erreur comme on nous l'apprend à l'école. Mais ça veut dire qu'ils n'ont jamais rien appris. C'est pourquoi le système scolaire est fondamentalement corrompu. Il est anti-éducatif. Ne fais pas d'erreur et ne demande pas d'aide. Si je n'avais jamais demandé de l'aide, et j'ai mes comptables, mes avocats, mes banquiers et tout le reste. Je fais du business comme une équipe de rugby. Bam, boum, et on fout une branlée. Mais la personne moyenne reste sur place. Je suis un excellent étudiant, je vais tout faire par moi-même, et j'ai un tas de joueurs de rugby qui va t'écraser. Ce n'est pas juste. Tu ne joues pas, idiot. Tu devrais avoir une équipe, des comptables, des avocats, des banquiers et tout le reste. Mais ce n'est pas un jeu auquel je veux jouer. Je lui dis, alors n'essaie pas de jouer. Le jeu du business se joue avec des comptables, des avocats, des banquiers, et j'ai horreur de dire ça, des politiciens. Vous devez connaître le jeu. Et vous devez le jouer durement. J'adore l'Angleterre, car mon jeu favori est le rugby. Et dans les années 70, j'ai eu le privilège de jouer avec Blackheath. J'étais presque au paradis, pouvoir être en Angleterre et jouer au rugby, et puis d'aller à Twickenham,
pour la Coupe du Monde. C'était en Australie, et Sir Johnny Wilkinson a battu les Australiens dans le meilleur match de rugby qui n'a jamais été joué. C'était l'Angleterre contre l'Australie, et les deux ont fait une prolongation. Vous pouviez voir le véritable état d'esprit des joueurs se révéler. Certains s'écroulaient sur le terrain, non pas parce qu'ils étaient épuisés, mais parce qu'ils avaient des crampes. Ils ne pouvaient plus bouger. Et Wilkinson, que je pardonne pour avoir fait ça, traverse tout le terrain. Mais c'est le jeu. Beaucoup de gens restent assis dans les gradins. Alors soyez dans le jeu. C'est pourquoi vous aimez le rugby. Car ils sont sur le terrain, ils font la compétition, ils sont en tête-à-tête, c'est brut. Le rugby est un sport d'équipe, le football aussi, les règles sont juste différentes. J'ai arrêté le football, vous ne pouvez blesser personne, alors je reste avec le rugby. Les autres joueurs sont des golfeurs, ils jouent tout seuls. Tout le monde est différent. Alors, je dis aux jeunes de trouver leur jeu. Financièrement, mon jeu est premièrement le business, et deuxièmement, l'immobilier. C'est pourquoi je ne paye aucune taxe, et c'est pourquoi Trump ne paye pas de taxes. Légalement, c'est une combinaison de business et d'immobilier qui nous donne un avantage injuste sur les employés. Car ils ne savent pas comment faire ça. Il y a une semaine ou deux, il y avait un article dans le New York Times. Et sur la couverture, on voyait Jared Kushner, le beau-fils de Trump. J'ai vu cet article. Vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu, et c'était sur la dévalorisation. Exact, il ne paye aucune taxe et sa richesse s'agrandit. Les bras de tout le monde étaient en l'air, regardez ce gars qui ne paye pas de taxes. C'était le New York Times, qui est considéré comme l'un des meilleurs journaux, qui nous montrait à quel point c'était mal de la part de cet entrepreneur qui a multiplié sa fortune par 3 ou par 4 lors des 3 ou 4 dernières années. Alors, j'ai pensé à vous. Qu'est-ce que ça nous dit ? Que voyez-vous quand vous voyez cet article ? Les articles du New York Times sont écrits à partir de l'état d'esprit d'un employé, ils n'ont aucune éducation financière. Quelqu'un a dit que Kushner avait une faille nommée la dévalorisation. Tu t'es fait avoir, idiot. C'est illégal, ce n'est pas une faille. Se dévaloriser, c'est ce que le gouvernement veut qu'on fasse. Si vous avez besoin d'aide pour réussir, abonnez-vous pour rester en contact avec nous. Nous allons t'aider. Si vous avez besoin d'aide pour réussir, abonnez-vous pour rester en contact avec nous. Nous allons t'aider.